sera en avance. Désormais en possession d'éléments supplémentaires pour mieux apprécier l'action de l'exécutif en matière de gestion des opérations financières exercice 2017, le président de l'Assemblée nationale a promis faire bon usage de ce document. Nul doute que les députés s'imprégneront de ce rapport, en feront bon usage. Ce rapport s'articule autour de 5 parties consacrées respectivement à l'exécution budgétaire, à l'exécution des grandes composantes du budget de l'État, à l'exécution des dotations de la mission pouvoir public, tout comme à l'exécution des comptes d'affectation spéciale et enfin à l'évaluation des programmes. La primature n'était pas en reste. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Kogé-Bekale, a également réceptionné le rapport de la Cour des comptes. Le point avec Adeline Nzanyi et Michel John Boudeka. Journée sans répit pour le Premier ministre Julien Kogé-Bekale qui a d'abord présidé le Conseil interministériel avant de recevoir le premier président de la Cour des comptes, Gilbert Ngoulakia, pour le dépôt de ce rapport. Les projets des lois de finances sont soumis à la Cour des comptes pour avis avant leur adoption par le gouvernement ainsi que leur vote par le Parlement et ce, en application de la loi organique numéro 11/94 du 17 septembre 1994 fixant l'organisation, la composition, les compétences, le fonctionnement et les règles de procédure de la Cour des comptes qui dispose entre autres que la dite Cour procède à des enquêtes et formule des avis à la demande du chef de l'État, du gouvernement, du Parlement et toute autre personne morale de droit public. Le chef du gouvernement, Julien Kogé-Bekale, s'est donc plié à cet exercice. Le gouvernement s'est plié à une tradition à la fois républicaine et constitutionnelle en recevant le rapport annuel de la Cour des comptes de la République gabonaise, la plus haute juridiction financière de l'État. Nous avons écouté également les observations, j'allais dire les manquements relevés dans l'exécution de la loi de finances 2017 et certainement des autres lois de finances antérieures. Nous prenons ici et maintenant l'engagement que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour essayer de respecter les dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en matière d'élaboration et d'exécution des lois de finances. Le rapport qui vient d'être présenté succinctement contient des éléments d'appréciation qui permettront d'élaborer et d'exécuter dorénavant les lois de finances à bon escient. Parlons également de ce conseil interministériel qui s'est déroulé ce matin. Comme à l'accoutumée, les travaux étaient dirigés par le Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Kogé-Bekale. Les détails dans ce compte-rendu de Jacques Fourier-Mangomba-Maloulou et Michel John Boudeka. Sitôt arrivé et accueilli à sa descente par le secrétaire général du gouvernement, Julien Kogé-Bekale est conduit dans la salle pour le début des travaux. La rencontre de ce tour de table gouvernemental qui intervient une semaine après la déclaration de politique générale du chef du gouvernement à l'Assemblée nationale, portait sur plusieurs sujets d'intérêt commun. Après la communication, le Premier ministre et son équipe ont examiné les projets de textes législatifs et réglementaires axés sur 3 points. Ministère des Sports, de la Culture et de l'Artisanat, le projet de loi portant création de l'Office national de développement du sport et de la culture, ministère de l'Emploi, le projet de décret fixant les statuts de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation, ministère de la fonction publique, le projet de décret portant création, attribution et organisation de l'inspection spéciale du travail dans le secteur minier. Et c'est également agi de la politique générale pour la demande d'agrément des diplomates dans notre pays. Le Conseil gabonais des chargeurs, désormais placé sous la tutelle de l'OPRAC, dont le directeur général est Régis Lacruche Lélabou. La passation de charges s'est donc déroulée en présence du secrétaire général du ministère des Transports. Le point avec Andy Tungui, Gérard Magnania. Le 26 février dernier, le Conseil des ministres a fait état de la suppression du Conseil gabonais des chargeurs en transférant son patrimoine, ses missions et ses attributions
à l'Office des ports et rades du Gabon au Prague. Désormais, Régis Lacruche Lelabou a la lourde charge de conduire à bon port le bateau au Prague. Le directeur général sortant, après avoir passé 18 ans à la tête du CGC, se dit fier d'avoir abattu un travail conséquent. Aujourd'hui, une page se tourne pour moi et une autre page s'ouvre également pour moi. C'est pourquoi je tiens de tout cœur ici à remercier tous les agents du Conseil gabonais des chargeurs qui n'ont ménagé aucun effort pour mener à bien les missions que les plus hautes autorités avaient bien voulu me confier avec l'ensemble des collaborateurs de la direction générale qui m'accompagnait. Le directeur général, entrant dans son discours, a mis l'accent sur la feuille de route donnée par le ministre des Transports et de la Logistique. Le Prague et le Conseil gabonais des chargeurs sont des cousins. C'est vrai que ce n'est pas mon métier. Mon métier, c'est le port. Mais le CGC a longtemps avancé avec le port. Et dans le cadre de mes fonctions antérieures de commandant de port du port de Vendo, j'ai beaucoup collaboré avec vous. Les plus hautes autorités ont décidé de confier à l'Office des ports et rades du Gabon les missions dévolues au CGC. J'essaierai de les remplir du mieux que je peux, en restant dans la ligne tracée par le ministre des Transports et de la Logistique. Le nouveau directeur général de l'OPRAG s'attelera à mettre en place un plan de redéploiement pour les agents. Quant à Liliane Nadège Ngari, épouse Onanga Yobege, elle rejoint le secrétariat général du ministère du pétrole, du gaz et des hydrocarbures. Parlons de cette autre passation qui s'est déroulée à l'École normale supérieure de l'enseignement technique de l'École normale supérieure. Les promus ont donc réceptionné les documents techniques en vue de la continuité de l'administration et la cérémonie a été présidée par le secrétaire général adjoint du ministère de l'enseignement technique. C'était en présence de nos reporters Wilfried Vouamba-Mpiga sur les images de Cédric Zendo. Les conclusions du Conseil des ministres du 26 février 2019, hissaient Jean-Christophe Moudjigui au pinacle de l'École normale supérieure de l'enseignement technique. La présente cérémonie de transmission de témoins vient logiquement donner corps à ces recommandations des plus hautes autorités. Je quitte l'INSET avec un sentiment, si vous voulez, de fierté et de satisfaction. Fierté d'abord, j'ai conçu un bâtiment à 2 niveaux qui contient 10 salles de classe et des laboratoires. Nous allons mettre en place, en rapport avec ce que le ministre nous a demandé, à savoir la mise en place d'un contrat de performance. Et dans le cadre de ce contrat de performance, nous avons cité énormément des actions, à savoir l'assainissement de l'établissement, que ce soit sur le plan administratif, que ce soit sur le plan pédagogique, que ce soit sur le plan du personnel à TOS. Mise en scène identique à l'école normale supérieure où Fidel Alogo Kogé est rentré lui aussi en possession des dossiers stratégiques du dit établissement. Nous nous sommes inscrits dans le renouvellement des pratiques pédagogiques, donc nous souhaitons mettre en place des outils pour améliorer les pratiques pédagogiques au niveau de l'école normale supérieure et tout de suite ça nous permettra d'ouvrir l'école sur la société. Alors au niveau de la recherche, donc la recherche doit désormais s'inscrire dans les préoccupations nationales. La seconde phase, après ces instants d'allégresse que préside ici Clément Moupougou, secrétaire général adjoint du ministère de l'Enseignement supérieur, prévoit une signature des contrats de bonne gouvernance, étape précédant le lancement des projets d'amélioration des conditions de travail et d'apprentissage. La pluie qui s'est abattue dans la nuit d'hier a encore causé plusieurs dégâts, notamment au quartier Lac-Bleu, situé dans le 1er arrondissement de Libreville. Nos reporters Renandem et Tanguy Tsaka ont effectué une descente sur le terrain pour se rendre compte du constat. Le point dans leur reportage. C'est aux environs de 2 h du matin que la pluie s'est abattue au quartier Lac-Bleu, dans le 1er arrondissement de Libreville. Selon les populations, l'affaissement d'une buse serait à l'origine de cette situation. Dans ce quartier, on a un souci. Le souci, c'est qu'il y a une buse qui est là, qui fait traverser, et quand il y a de l'eau, il y a la pluie, et l'eau traverse vers de l'autre côté. Mais la buse là est bouchée, parce qu'au niveau de la voie express, qui a un trou, la terre a lâché, est partie maintenant boucher la buse.
Bon, ce qui fait que quand il y a la pluie, les eaux ne traversent plus. Et ce qui fait que tous les quartiers là est vraiment inondé. L'eau est arrivée jusqu'au niveau de la hanche là. Tout, dans la maison, tout. Le quartier là, ils sont tous en pleurs. Une pluie assez forte qui a causé des dégâts matériels importants et des accidents de circulation. Le taxibus venait avec les élèves, n'est-ce pas? Mais comme il ne maîtrise pas le passage, et en venant, il s'est coincé dans le caniveau. Et il y a 2 élèves, ils ont eu l'accident, ils sont blessés et on les a emmenés à l'hôpital général. Là, nous avons juste des petits dégâts. Hein. Nous n'avons pas perdu le congélateur. Ça ne nous arrange pas du tout parce que la voie là aussi, il y a trop de la voiture aussi et puis il y a trop d'embouteillages qui courent tout ça là aussi. L'inondation au quartier Lac Bleu vient mettre une énième fois au goût du jour le problème des voiries urbaines dans la capitale gabonaise. Depuis quelques semaines, le ministère de la Santé a initié une vaste campagne de contrôle des structures sanitaires à Libreville. Après vérification, plusieurs cabinets, notamment ceux relevant du privé, ont été fermés puisque ne répondant pas aux normes requises. Nos reporters Gabriel Guillain-Lemami et Arnaud Mengue se sont rapprochés des populations pour savoir ce qu'elles pensent de ces contrôles, suivant le compte-rendu dans ce reportage. Lancée par le ministre d'État en charge de la Santé, Denise Mekamnu, l'opération de contrôle et de fermeture des cliniques privées ne remplissant pas tous les critères pour exercer en République gabonaise, selon les normes en vigueur en matière de santé, devient au fil des jours un sujet d'actualité majeur. Certains compatriotes n'approuvent guère cette méthode au regard des longues heures d'attente et de la manière dont ils sont reçus dans les hôpitaux publics. On va dans les structures privées parce que lorsque nous venons à l'hôpital général ou soit en Gondi, en ce moment où c'est devenu militaire, c'est un peu compliqué. Pour faire certains examens, on te dit non, c'est pas possible pour faire ça ici, tu es obligé d'aller au privé. Donc vous voyez qu'on est obligé, quoi. Il veut fermer, ils savent pourquoi ils veulent fermer, mais nous-mêmes aussi, les patients, ça ne nous arrange pas. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien. On peut bien fermer les cliniques, mais il faut que l'hôpital soit ravitaillé. Le personnel n'a rien pour soigner les malades. Les structures publiques, elles sont à améliorer. L'accueil n'est pas vraiment très... Bon, il n'y a pas vraiment trop de courtoisie. D'autres estiment que cette opération trouve bien son sens du fait qu'elle permet de limiter le nombre de décès enregistrés ces dernières années au sein de certaines structures privées, décès liés parfois au manque d'équipements adéquats et au personnel non qualifié. Pour moi, c'est une bonne initiative parce que aussi, ce sont des institutions sanitaires, ça doit être propre. Cela peut s'apprécier sur 2 plans. Déjà, il y a beaucoup de structures sanitaires, notamment les cliniques, qui ne remplissent pas les normes, qui ont du personnel, je peux dire, pas bien formé, non qualifié. Et il y a d'autres, là, en termes de réglementation, en termes de structure, ça ne cadre pas avec les normes sanitaires en vigueur. Dans cette optique et dans cette lancée, je suis d'accord pour que le ministère puisse, dans toute sa rigueur, effectuer à la fermeture de ces établissements. Si l'accueil dans les hôpitaux publics semble être l'un des facteurs qui entraînent de nombreuses personnes à se faire soigner dans les cliniques privées, il n'en demeure pas moins qu'elles doivent auparavant choisir celles qui répondent aux normes, tant au niveau des plateaux techniques qu'au niveau des documents administratifs, tels que les autorisations d'ouverture. Les populations du département de la Zadie dans la province de Logoué-Ivindo ont échangé avec le ministre de la Pêche et de la Mer, Prisca Koho. Au centre de leurs échanges, les questions liées au développement socio-économique de cette contrée. Le point avec Frédéric Yendamukula et Gérard Magnania. Ils étaient tous là, cadres, notables, élus locaux, nationaux et leaders de tous les bords politiques, représentant la Loué, la Djoua, Sassamongwe Mbengwe, pour marquer leur solidarité et faire des suggestions allant dans le sens de l'épanouissement de Mekambo à l'endroit du membre du gouvernement. Le combat pour notre développement, nous commençons de réaliser au moment où nous sommes en train de nous épuiser à étaler nos insuffisances. Les autres avancent. Quand les gens ne s'entendent pas, le salaire c'est la défaite. En réalité, si nous sommes pauvres, parce que nous ne nous entendons pas. En réponse à ces interventions et à toute l'Assemblée, le ministre Prisca Raymond Maïba Koholend
a lancé un appel à l'unité des filles et fils du département de la Zadie. Pourquoi ne pas ensemble faire des projets dans lesquels on peut se dire on peut construire et bâtir? Puisque nous sommes tous plus que tout le monde de la Zadie, acceptons de travailler ensemble. Acceptons de travailler ensemble. Acceptons de bâtir ce département qui nous a été donné gratuitement parce que personne n'a assisté au Conseil de Dieu pour décider d'appartenir à cette localité. Acceptons de travailler ensemble. Un premier contact des populations avec leurs responsables politiques qui a donné lieu à des points de vue convergents. C'est pour la première fois que nous avons une rencontre républicaine. Raison pour laquelle les leaders d'opinion issus de l'opposition démocratique et républicaine ont répondu donc présent. J'ai beaucoup apprécié l'initiative. Je souhaiterais tout simplement que ça continue comme ça. La rencontre de Libreville aurait été certainement riche en enseignements au regard de la forte mobilisation des Mécamois et de la qualité des termes de langage usités par les participants. Allons ce soir à la découverte des populations d'Ayémé dans le 2e arrondissement de Ntoum. Armel Baoulé et Amédée Ndungu ont donc rencontré les habitants de cette contrée. Ils ont également saisi cette occasion de faire un zoom sur leurs activités au quotidien. Suivant ce reportage. Ayémé, petite bourgade située dans le 2e arrondissement de Ntoum, ce regroupement était autrefois occupé par les peuples Fon de l'estuaire. Les Fon, ethnie dominante dans cette région d'Ayémé, si leurs origines restent mystérieuses encore aujourd'hui, leur pénétration dans cet espace de l'estuaire est par contre bien connue de ses habitants qui vivent ici en parfaite harmonie avec les autres ethnies du Gabon. Les autochtones de ce village, c'est les Essizo. Mais comme les Essizo ne pouvaient pas faire un village seul, ils épousaient chez les Atamaka, chez les Yinji. Voilà pourquoi, à l'époque, je n'ai pas vécu ça. Ma mère me disait, les Atamaka reviennent de Mbalezor. Mbalezor, c'est où? La rive gauche. Donc, tu vois, Matermavi, il y a une rive qui ressort de Totua qu'on appelle Mbalezor. Et moi, j'ai découvert ça parce que j'ai fait des recherches. En dehors de l'agriculture et de la pêche, il n'existe pas vraiment d'activité pour les jeunes. Pour lutter contre la pauvreté, Désiré Boussiengue se lance dans la production de vin de palme. Je gagne ma vie à travers le vin de palme. Je fais le vin de palme et puis ce qui me permet de me nourrir et puis en fait vivre quoi. Normalement comme tout le monde au lieu d'aller voler. Il fait bon vivre à Ayémé. À l'abri du besoin et de l'ennui, les jeunes d'Ayémé se retrouvent dans ce bistrot pour se divertir et parler des choses du pays. Et puis les femmes chrétiennes valorisent leur savoir-faire à travers leur exposition au salon justement d'autonomisation de la femme. Eh bien, elles ont saisi cette occasion d'exposer leurs talents dans divers domaines tels que l'art culinaire. Pauline Siaki et Jean-Pierre Moussouami étaient sur place. L'autonomisation des femmes chrétiennes à travers les activités génératrices de revenus. Un engagement auquel les femmes croyantes de l'Église Lumière chrétienne font dorénavant une de leurs priorités majeures. À l'occasion de la célébration de cet événement qui leur est dédié, la Journée internationale de la femme, elles ont placé lors de cette édition un accent particulier sur l'agriculture. Les personnalités invitées à cet effet ont pu apprécier les différentes réalisations. Ces femmes que vous voyez qui exposent ici, elles ont fait leurs produits à la main. Il n'y a rien qui est importé. Pendant ces 6 jours d'exposition, ces femmes auront droit à des formations et à des coachings dans les spécificités qui sont les leurs. Nous croyons que l'Église, dans son rôle d'encadrement et de conscientisation, doit épauler les pouvoirs publics dans la démarche visant à rendre les femmes financièrement aptes. C'est aussi pour nous une façon de leur donner du pain. Cette 2e édition est aussi le moment par excellence pour transmettre le savoir-faire dans l'art culinaire du terroir. Je fabrique la purée de maïs. Nous sommes là en train de trier les déchets
Après avoir trié les déchets, on filtre. Après avoir filtré, on mélange ça, on prend un paquet de sucre selon la moitié que tu as fait le maïs. Deux fois, c'est l'arachide. Deux fois, on part en brousse, on part prendre le chocolat, on casse, on grille à la maison. La purée de maïs, je connais faire ça, oui, je connais. L'homme mangera la sueur de son front. Ces femmes ont compris donc la nécessité de s'impliquer dans les AGR, car cet élan va permettre à ces dernières d'être des actrices du développement. Voilà, c'est la fin de cette principale édition de 20h. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 20h. Bonne suite de programme sur Gabon Première.